Bienvenue à la battle des jeunes cliniciens. Alors tout d'abord, vous avez vu des petits objets sur vos chaises. C'est pas la dent de Bryce the Nice. Il faut pas la jeter par terre. C'est un pendule. Ok, donc merci de les garder précautionneusement. Alors, sport et psychiatrie. Est-ce que c'est une histoire d'amour ou une histoire de désamour? Peut-être de désamour, car de tout temps, aller chez un psy était un aveu de faiblesse pour un sportif, qui se doit d'être invincible. Sauf s'il est au 3e étage, sans ascenseur. Tout à fait. Pourtant, on dénombre quelques cas cliniques tristement célèbres dans le sport. Par exemple, pour les fans de basket, on va voir s'il y en a, Dennis Rodman, plus grand défenseur de la NBA, qui avait des troubles du comportement. Typiquement, il faisait une saison avec les Chicago Bulls, et tout à coup, il décide de partir en pleine nuit à Las Vegas, il dépense des milliers de dollars, fait un match de catch, et c'est Michael Jordan qui a dû aller le chercher pour le ramener par la peau du cou, pour finir la série. Et pour ceux qui aiment le basket, les playoffs, c'est 4 matchs gagnants. Donc c'était quand même hyper important. Maintenant, c'est devenu le meilleur ami de Kim Jong-un, qui finance ses matchs de catch et ses dépenses inconsidérées. Alors, trouble bipolaire, TDAH, qui sait? Ou coréen. Ou rien. Ou rien, mais ça lui a quand même causé du tort. On a un autre cas clinique qui a marqué les esprits, c'est John Dupont, champion de pentathlon, lutteur. Il a créé dans sa ferme, Foxcatcher, pour ceux qui ont vu le film, une pépinière de lutteurs. Et en fait, il semble qu'il présentait des troubles délirants. Il voyait en sa femme un espion russe. Il a quand même essayé de la jeter dans la cheminée. Alors pour ceux qui font ça, c'est pas normal de jeter sa femme dans la cheminée. Il lui a mis un pistolet sur la tempe. Il a mis des caméras chez lui pensant surprendre des fantômes. Et il disait aux sportifs de se méfier des horloges sur les tapis de course qui pouvaient faire remonter le passé. Ça a quand même mal fini parce qu'il est fini par tuer Dave Schultz, un grand lutteur médaillé d'or olympique. C'était bien la peine d'être médaillé d'or olympique. Bah oui, ça protège en lutte, pas. qui plus est. Ça protège pas de se faire tuer par John Dupont. Et en tout cas, je pense que ces deux sportifs auraient bien eu besoin d'un suivi psychiatrique. Et pourtant, les mentalités ont du mal à évoluer. Encore récemment, en 2019, aux Mondiaux d'athlétisme de Doha, Pierre-Ambroise Boss avait fait venir un spécialiste en hypnose. Et ils avaient improvisé une séance d'hypnose avec d'autres sportifs, Renaud Lavillenie par exemple. Et en fait, quand la Fédé l'a su, ça n'a pas du tout plu. Ils ont dit qu'il fallait remettre de l'ordre de la maison, inadmissible. Pourtant, l'hypnose, ça semble être très efficace dans le sport, et notamment dans l'athlétisme. La visualisation mentale, par exemple, ça permet aux sportifs de se préparer à des nouvelles hauteurs. Ça peut aussi aider les sportifs qui souffrent de yips, des contractions musculaires involontaires, qu'on peut retrouver dans le tennis, le golf, le saut à la perche. Et donc, il semble que ça puisse être hyper important. Alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Dans l'imaginaire populaire, il semble que ce soit de la magie, du mesmérisme. Mais l'hypnose repose quand même sur des phénomènes tangibles en termes de physiologie. Alors, pour mieux comprendre, on va accueillir notre premier intervenant, et je propose à Anne de le présenter. Donc on accueille Stéphane Radoïkov. On l'applaudit. Alors Stéphane, en pleine forme et en pleine possession de ses moyens, est médecin psychiatre, il est aussi hypnotiseur, et figurez-vous qu'il est inscrit au CAP cuisine. Et il invite chez lui tous les week-ends. Et donc si vous avez une affinité pour les viandes marinées et le poisson mariné, il sera ravi de vous préparer des poissons. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de fantôme, mais il va nous remettre les pendules à l'heure. Stéphane, c'est à toi. Merci beaucoup Anne, merci Solène pour votre introduction et merci David spécialement de me donner cette opportunité, cette invitation à vous partager ce qui me passionne, ce qui me tient à cœur. Évidemment, pour ceux qui viendront dîner dimanche, il faudra le nombre de portions s'il vous plaît pour que je puisse faire mes courses au marché samedi. Et je suis vraiment candidat au CAP Cuisine, ce n'est pas une blague. Je travaille dans le milieu de l'hypnose depuis maintenant 10 ans et j'enseigne aussi l'hypnose dans notre institut de formation. En tant qu'ancien chef de clinique, ça m'a toujours tenu à cœur la pédagogie. Et donc, je suis censé ici chauffer la salle avant les jeux. Donc, s'il vous plaît, chauffez-vous, vous allez voir. Et en même temps, je vais quand même vous apprendre 2-3 trucs sur le chemin. Donc, pour ça, j'ai 24 minutes et 23 secondes. Et vous allez voir que c'est pour ça que je mets un certain rythme. Sinon, la plupart des gens qui me parlent savent que je suis plutôt posé. Alors on y va, j'ai des liens d'intérêt, évidemment, puisque c'est mon sujet, c'est mon domaine. Je reçois des honoraires à chaque fois que j'enseigne, que ce soit dans le privé ou en DU. Et en tant qu'auteur, je reçois à peu près 46 € par an pour un bouquin où j'étais co-auteur. Alors, la définition de l'hypnose, puisque c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. La définition de l'hypnose consensuelle, avant elle faisait 3 diapos, maintenant c'est bien, on l'a résumée à 3 mots. Je vais vous la faire. Le premier truc, le plus important, c'est la focalisation de l'attention. Et la focalisation où? À l'intérieur, dans les sensations. Deuxièmement, quand on est focalisé à l'intérieur dans les sensations corporelles, la suggestibilité devient accrue. Ça veut dire qu'on peut
plus facilement être influençable et on fait moins attention à l'environnement, c'est-à-dire au système nerveux d'énervement. Relation. Merci. Alors, je sais que c'est la fin de journée, vous allez voir, je vais un peu vous réveiller là. On continue. Si je devais le résumer à ma manière, je dirais que l'hypnose, c'est une influence top-down au niveau neuroscientifique de phénomènes corporels. Et en clinique, les exemples les plus courants, c'est tout simplement un truc anxiolytique. Imaginez que vous vous détendez, relaxez, un peu comme de la Schultz ou Jacobson. Et puis vous imaginez éventuellement que vous prenez un avion alors que vous avez peur de prendre l'avion. Vous pouvez vous projeter dans un avenir meilleur où vos problèmes sont résolus. Tout ça, c'est l'utilisation de l'imagination qu'on fait en pratique courante. Mais dans la définition, il manque quelque chose de très important. Qu'est-ce qui fait qu'une partie de vous a déjà son intention focalisée dans ce que je raconte? C'est quelque chose de l'ordre de la... Merci. Ah, ça y est, ça y est. Il manque la relation. Et en fait, c'est la relation qui entraîne la focalisation de l'attention. Et on n'en parle pas assez, ça. Quel que soit le mode relationnel, je pourrais être dans un mode de domination, ce qui est un peu le cas quand moi je suis debout et vous, vous êtes assis en train de m'écouter, mais je pourrais très bien me mettre à votre niveau en m'asseyant et ça changerait tout de suite, on passerait à un niveau de coopération, même si ceux du fond ne me verraient plus très bien. Et bien avec les patients, c'est pareil. La première étape, c'est de se mettre au niveau. Pourquoi? Parce que si on est dans la domination, ça n'entraîne que deux réactions possibles, qui sont l'énervement, la soumission ou la rébellion. Il n'y a pas de 50 solutions. Donc soit vous écoutez ce que je vous raconte, soit vous vous rébellez contre ce que je raconte. Il n'y a pas 1000 solutions. Si on est dans la coopération, c'est différent. Là, ça active la sécurité dans le lien et la capacité d'apprentissage des patients. Et pour ça, en fait, c'est pas compliqué. Tout le monde pense que l'hypnose, c'est très long. Je vais faire une démonstration tout à l'heure qu'en quelques minutes, on peut avoir des résultats cliniques. Je voulais vous parler un tout petit peu des études, parce que dans le domaine de l'anesthésie, les collègues anesthésiologues sont un petit peu en avance sur nous les psychiatres. Ça fait depuis les années 90 qu'ils ont fait une panacée de tiers randomisés de qualité dans l'anxiété, la douleur et les gastro dans les troubles fonctionnels intestinaux. Nous, en psychiatrie, on est un peu la traîne, et en plus en France encore plus. Je suis là pour réveiller un petit peu une âme de chercheur chez au moins une personne de la pièce. Je vous sors les 3 seuls essais randomisés dans l'histoire de l'hypnose, alors qu'elle a quand même 200 ans d'histoire de cas cliniques. 2018, les Chinois, contre traitement usuel. 2021, les Allemands versus TCC de non-infériorité. Et 2024, les Australiens, TCC versus TCC plus hypnose. Je vous invite à aller lire des études. Ne vous fiez pas à quelqu'un qui juste vous montre des screenshots, ça ne sert à rien. Allez lire par vous-même. Alors, on m'a demandé aussi de vous faire une démonstration de groupe que je vais faire. Mais pourquoi je ne fais pas ce modèle-là? À cause d'un papier de 1962 qui a rapporté 6 cas cliniques qu'après avoir fait cela, ça entraînait des lombalgies chez les sujets. Alors, il y a 4 ans, Stéphane Mouchabak, ça lui a fait peur, ça ne l'a pas empêché de le faire, même avec un parpaing et une masse dessus. D'ailleurs, il est parti tout à l'heure, je n'ai pas pu lui demander comment va son dos. Et la Société internationale d'hypnose dit que normalement, on ne devrait pas faire d'hypnose à visée divertissement. Cependant, on m'a demandé quand même de vous divertir, donc je vais le faire à visée pédagogique. Et pour ça, je vous ai ramené des pendules. Alors, je pensais qu'on serait qu'une centaine, donc j'en ai acheté 150, ça n'a pas suffi. Je précise que ce n'est pas un cadeau, c'est interdit de faire des cadeaux à des médecins, c'est moi qui l'ai acheté, c'est un prêt, et donc je m'attends à ce que vous me le rendiez. Mais si par hasard vous me le volez, ce qui est probable, je ne porterai pas plainte. Alors, j'ai prévu de vous faire une petite démonstration déjà clinique de cette synchronisation et de cette focalisation extrêmement rapide. J'ai demandé à Raphaël, s'il te plaît, de nous rejoindre. Raphaël est interne à Versailles. Merci Solène de l'avoir proposé pour venir m'aider. Es-tu sûr de le récupérer? Ce n'est pas sûr. Je veux le garder précieusement. Il et va je précise que le CNES est très intéressant parce qu'hier on a eu Wemby, quand même Wembanyama, qui a donné 2 terrains de basket au CNES. Donc maintenant c'est devenu la ville du sport. Voilà. Donc t'as compris. Donc Raphaël reste avec nous. T'es obligé de rester. Je vais mettre au basket. On s'est entraîné un petit peu évidemment pour tenir dans un délai de 4 minutes. Cependant, à chaque fois, il a joué un patient différent. Donc ce qui est cool, c'est que là, il va faire un patient, je ne sais pas lequel. Et vous non plus. Ok? De temps en temps, je fais un commentaire à visée pédagogique. Bonjour monsieur. Docteur, il faut me faire sortir tout de suite parce que là, j'ai pas eu ma cigarette et je suis très énervé. Ouh, il y a du ton dans la voix là, il y a de la tension. Attention, synchronisation. Attention, hein, je suis énervé parce que j'ai pas eu ma cigarette et j'en ai eu que 2 alors que je devais en avoir au moins 3. Pourquoi vous, au moins 3? Bah oui, parce que je suis hospitalisé ici en secteur fermé et ça commence à m'énerver. Hein. Et ça commence à vous énerver. Mais attendez 2 secondes, 2 secondes, soufflez un instant s'il vous plaît. Pourquoi, voilà. Pourquoi ça vous énerve autant? Je suis énervé parce que j'aimerais avoir ma cigarette parce que ça me calme, d'accord? Vous comprenez ça? Ah, là j'ai compris un truc. Quand vous avez votre cigarette, ça vous calme. Ouais. Un peu plus que votre voix d'ailleurs. Ah, vous avez senti déjà?
Niveau de tension, là, niveau de décibels dans mes oreilles, un petit peu diminué. On continue. Ok, encore un peu mieux que ma voix. Ok. Et quoi d'autre vous calme en plus de la cigarette? Quand je suis écouté, mais c'est pas le sujet là. Là, je veux parler de ma cigarette. Bien sûr, la cigarette. Et quand je suis écouté. Et la cigarette, et quand je suis écouté, les deux. Ouais. Alors déjà, ça fait 2 fois que j'ai un oui. On est dans la bonne direction. Vous comprenez? On rejoint la patient là, on est. Ensuite, on pose notre voix. D'accord. Et si je comprends bien, quand vous avez votre cigarette, ah, et déjà il sourit. Bah, bon, voilà. Alors, on va regarder ce sourire. Ce sourire, il se met en lien avec quoi là? C'est votre costume. Non, Mais vous savez que surtout parce que vous m'avez rassuré. je ne suis habillé en clown que le 22 janvier à cette heure-là. Ce sera la première, peut-être la dernière fois. Et ma cigarette? Ah, bien sûr, elle va arriver dans quelques instants, tout à l'heure. Et je peux faire autre chose pour vous là tout de suite? M'écouter peut-être? Ah, super. Vous voudriez qu'on parle de quoi? Bah, du fait que je sois encore hospitalisé alors que je pensais que j'allais être sorti. Ah, ouais, je voudrais bien qu'on parle de ça. Et là, vous vous sentez comment là? Un peu mieux là. Je sens que la tension a un peu diminué. Comprenez? On appelle ça comment? On appelle ça hypnose conversationnelle. C'est-à-dire, je montre avec extrême intensité que j'en ai quelque chose à faire et je m'investis en tant que personne et je mets des mots positifs. Calme, confort, tranquillité, sécurité, bien-être. En boucle. Et là, on peut demander à Raphaël, en tant que patient, quand tu dis je me sens un tout petit peu plus calme, c'est quoi qui t'a permis ça? Le fait que tu aies reconnu mes émotions Reconnaître les émotions, très important. et le fait que tu as entendu ma demande d'être écouté. J'ai entendu sa demande et de clope et d'être écouté. Le fait que les gens se sentent entendus, parfois, c'est tellement dur à faire. Les gens ils ont l'impression qu'on ne les entend pas. Mais en montrant avec mon corps, ma présence, ma voix, que je suis là et je le regarde, je ne suis pas en train d'être sur l'ordinateur en même temps, ça crée un effet de relation, vous avez compris? Relation de coopération, qui active la sécurité du lien et qui permet d'activer la capacité d'apprentissage. Et donc la souplesse cognitive. Moi, j'ai besoin que mon patient soit en souplesse cognitive pour pouvoir comprendre que si on n'a pas une cigarette tout de suite, c'est pas la fin du monde. Enfin, on va travailler à long terme sur ce sujet. Merci Raphaël. Bravo. Alors quand on s'est entraîné, c'était rigolo. À chaque fois, Raphaël, à la fin du cas, dit « Ah, tu m'as eu ». À chaque fois, il en faisait un différent. Mais c'est toujours la même chose. Synchronisation, focalisation, suggestion positive. C'est ça l'hypnose. Vous voyez, j'ai pas besoin de gadgets superflus, genre un pendule. Mais ça, c'est pour la démo pour vous. Alors, je voulais vous activer un petit peu l'esprit libre. Le thème de ce congrès, c'est l'esprit libre. Et qui dit esprit libre dit ouverture d'esprit. Donc, j'ai l'intention de vous communiquer des messages scientifiques publiés à visée d'ouverture d'esprit. Et où je peux parier que plus de 50% de la salle n'est pas au courant de ces publications. Première, 1948. Étude publiée par 2 personnes de l'hôpital de New York qui faisaient de l'hypnose régressive. L'hypnose régressive où on retourne en âge et où on revit un âge passé. Pendant cette hypnose régressive, on suggérait aux gens de revenir à l'âge de 2 à 5 mois de vie. Et ils ont documenté une réactivation d'un signe de Babinski positif, qui, je le rappelle, est un signe archaïque uniquement présent jusqu'à l'âge de 6 mois. Documenté avec photo. Chacune des études que je vais montrer sur ce diaporama-là, normalement, devrait vous suggérer à tous de faire au moins une étude sur chaque avec 500 ou 1000 personnes. Normalement, juste par curiosité scientifique. Deuxième, 1963, British Medical Journal. Ils ont pris 5 patients qui avaient un test à la tuberculine positive, PPD test, et par la suggestion hypnotique, ils ont réussi à négativer le test à la tuberculine. Sous-entendu que le lien corps-esprit peut éventuellement moduler la réponse immunitaire. Celle-là aussi, elle justifierait une étude avec 500 ou 1000 personnes. Troisième, Léon Chertok, psychiatre à l'hôpital Fernand Vidal, dans les années 60 toujours, a participé à un documentaire où il met une pièce sur le bras de la personne et il suggère que cette pièce va créer une cloque, alors même que la pièce est à la température ambiante. Et 3 heures plus tard, effectivement, une cloque apparaît, vérifiée par un dermatologue comme une vésicule typique. Là, c'est les copains et les collègues de l'Institut à Rennes où nous travaillons qui étaient extrêmement curieux de tester scientifiquement une des techniques qu'on utilise dans le champ de la douleur. On fait une séance d'hypnose où on suggère à la personne de rendre toute froide et toute anesthésie à la main pour pouvoir mettre des cathéters ou des piqûres. Et en hypnose, on suggère que la main elle va devenir froide, anesthésiée, qu'elle ne va plus rien ressentir. Et effectivement, ça diminue le niveau de douleur dans la main. Mais ils se sont dit, et si on faisait une expérience de neurophysiologie avec une caméra thermique? Donc ils ont pris 30 sujets, chacun étant son propre contrôle, et ils ont mesuré une différence significative de température entre la main hypnotisée et la main non hypnotisée de 0,5 degrés Celsius, qui ne se retrouvait pas au niveau des avant-bras, évidemment, pour qu'on ne dise pas qu'on était en train de chauffer une des mains. Donc,
encore une fois, je vous suggère, pour les esprits curieux, d'aller un petit peu plus loin. La dernière, petite fierté, une expérience amusante et originale, qui a été de suggérer un sujet aux yeux clairs avec une caméra HD, et qui a été publié, je remercie le comité éditorial de l'Encéphale, avec la vidéo, pour que vous puissiez voir comment la suggestion hypnotique peut faire évoluer le diamètre pupillaire. Et là, je lui avais suggéré de couper son cerveau en deux, enfin, en imagination, hein, vous comprenez. Et une partie du cerveau est éclairée et une autre partie du cerveau est éteinte. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, pendant à peu près 1 seconde, 2 secondes, il y a eu une anisocorie transitoire chez un sujet qui, par ailleurs, n'avait pas de trouble neurologique. Et son anisocorie a disparu, sous l'effet de la lumière, évidemment. Et je précise qu'il avait quand même bu une petite coupe de Vouvray avant l'expérience. Peut-être que ça joue. Pour ceux qui voudraient répliquer. Donc, j'introduis ça pour vous parler des phénomènes mystérieux de l'hypnose, qui pourtant, pour moi, sont scientifiques et à explorer. Et là, je vais vous parler de l'effet idéomoteur. L'effet idéomoteur, c'est un mouvement qu'on considère réflexe en réponse à une sensation. Quand vous faites un oui de la tête, par exemple, comme ça, quand je vous dis oui, c'est un effet idéomoteur. Et ça a été montré qu'on peut l'utiliser en hypnothérapie pour explorer le subconscient. C'est ça le thème de ma conférence, le hacking du subconscient. Et pour faire ça, on peut le faire soit avec un pendule, comme je vois quelqu'un au troisième rang en train déjà de s'amuser, ou soit avec les doigts de la main, tout simplement, en catalepsie, comme ça. Il n'y en a pas d'essai randomisé sur ça, que des cas cliniques, et un bouquin que j'ai terminé en français, sachant que l'histoire elle est plutôt américaine. Voyez, c'est un psychologue américain qui a présenté ça à l'Association américaine de psychiatrie en Californie en 1953, qui ensuite a enseigné ça à Chick, qui était gynécologue obstétricien, qui a enseigné ça à mon mentor, qui était professeur de chirurgie et de psychiatrie à Tulane Medical School en Nouvelle-Orléans. Et le seul manuel francophone, bon, c'est moi qui l'ai fait, mais je n'ai pas lien d'intérêt, puisque moi et mes collaborateurs qui ont contribué des cas cliniques, on a tous refusé les sous dans l'intention de transmission. Alors à vous de jouer. Prenez votre pendule. Et pour cette démonstration de groupe, petit avertissement, lorsqu'on fait une hypnose de groupe, je ne force personne à participer. Et donc, évidemment, vous allez me dire, nous les psys, on est toujours en très bon état émotionnel, en très bon état psychiatrique, nous n'avons aucun facteur de risque. Je vais quand même préciser que si à un moment de votre vie, là, vous faites juste semblant d'aller bien et qu'au fond vous êtes en vrac, vous avez le droit de passer votre pendule à votre voisin, c'est ok. Parce que de temps en temps, se mettre dans ces sensations, ça réveille des trucs qu'on met sous le tapis, mais bien sûr, vous allez me dire, nous ne sommes pas du tout concernés. Donc, pour ceux qui veulent participer, je vais vous inviter à, en posant ma voix déjà, vous mettre dans vos sensations. Qu'est-ce que ça veut dire vous mettre dans vos sensations? C'est poser votre esprit, le siège sur le fauteuil, les pieds au sol, le dos, observer la respiration et de placer le pendule devant vous. En le gardant le plus immobile possible dans un premier temps, le temps que je vous explique. Alors, ce n'est pas la peine de fatiguer vos bras, hein, vous pouvez baisser un petit peu le coude à hauteur de corps, ça suffit largement. Et normalement, le pendule, à ce stade, normalement, ne bouge pas. Et on va travailler sur l'effet idéomoteur qui est en fait un mouvement automatique. Mais pour ça, il faut être dans les sensations. Les facteurs d'échec de cette technique, c'est quand les gens essayent d'être trop intelligents. Et bien sûr, c'est jamais notre cas ici. Et l'autre facteur d'échec, c'est quand les gens essayent trop d'être un bon élève, ce qui est aussi, heureusement, jamais notre cas ici. Il n'y a que 4 mouvements possibles du pendule. Le pendule, soit il va en avant, en arrière, soit il va de gauche à droite, soit il va horaire, soit il va anti-horaire. Et peu importe que vous ayez le pendule fabriqué made in China ou que vous ayez le pendule fabriqué à la main tout à l'heure par moi-même attaché avec une ficelle, peu importe, c'est pareil, ça marche pareil. Et pour les plus rebelles ou intéressants dans vos personnalités, vous allez voir des mouvements atypiques comme des 8, des mouvements browniens, éventuellement des diagonales. Donc je ralentis ma voix pour que vous ayez le temps de vous mettre dans vos sensations. Concentrez-vous dans vos sensations corporelles. Et on va installer 2 signaux sur les 4 qu'on utilise en thérapie. Le premier, c'est un signal de oui. Installez un oui en pensant déjà au mot oui, cognitivement, dans votre esprit, oui, 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 jusqu'à ressentir le oui à l'intérieur. Et pour ça, je vais vous aider juste en disant des trucs où je sais déjà que la réponse est oui. Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi et vous êtes assis. Il est 19h passé. Il y en a pour qui le pendule va en avant en arrière, il y en a pour qui il va de gauche à droite, il y en a pour qui il fait déjà un mouvement brownien. D'ailleurs,
Si on avait eu plus de temps, on aurait pu faire une enquête de terrain avec 150 personnes pour faire une statistique sur chaque signal, dans quel mouvement ça va. Ça n'a jamais été fait. Et continuez à observer votre sensation de oui. Évidemment, chacun va le faire à un rythme différent. Chaque personne est différente. Il y en a pour qui ça ne va pas marcher. Ils vont s'entraîner ce soir à la maison s'ils volent le pendule. C'est complètement OK. Il y en a que ça fait sourire parce que déjà ils se disent « Mais comment ça se fait que ça bouge tout seul ?» Ça, c'est le révélateur de la présence de votre subconscient. Cet effet idéomoteur a été décrit pour la première fois en 1852 par un Britannique qui s'appelle Carpenter. Beaucoup de charlatans utilisent ces effets comme quoi ce serait de la magie ou du spiritisme. Que dalle. Mais par contre, c'est un marqueur excellemment puissant de l'existence d'une conscience corporelle qu'on peut éventuellement appeler subconscient. Ceux qui ont besoin de plus de temps pour faire le oui, prenez un peu plus de temps pour faire le oui. Je respecte le rythme de chacun. Tranquillement. Nous sommes mercredi. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes la personne que vous êtes, assis et assise. Et vous faites, pour ceux qui participent, l'expérience de l'effet idéomoteur. Avec de l'entraînement, les signaux se font de plus en plus larges, de plus en plus amples, et c'est exactement pareil quand on ne fait pas avec un pendule, mais quand on fait avec les doigts de la main, en flexion palmaire. Alors pourquoi on le fait en flexion palmaire? C'est tout simplement parce que anatomiquement, les muscles extenseurs des doigts, quand ils sont bien étirés, les mouvements sont plus aisés, alors que si j'avais la main en flexion dorsale, ça serait plus dur de faire les mouvements idéomoteurs. C'est juste ça. Puis, pour passer au signal suivant, je vais vous inviter à stopper le pendule pour ceux chez qui ça a bougé. Ce serait intéressant aussi de demander en une expérience courte de 5 minutes combien sont répondeurs à ce phénomène et combien ne le sont pas. Je serais curieux de publier ça. Mais il ne me reste plus que 6 minutes 22. Alors on va faire le deuxième maintenant. Donc une fois que vous avez stoppé le pendule, reprenez la position neutre, où il ne bouge plus. Et on va partir cette fois sur le signal non. Non, 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 non. Non, 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 non. Jusqu'à ressentir le non dans le corps, dans les sensations. Et lorsque vous ressentirez le non dans les sensations, à ce moment-là apparaîtra un autre mouvement, différent du premier, qui manifestera cette sensation corporelle de non. Et je vais vous aider. Ah, j'ai entendu quelqu'un dire c'est bizarre. Oui, oui. Bonjour, votre subconscient. Je vais dire des phrases où je sais déjà que la réponse c'est non, pour vous aider à le mettre en place. Nous sommes à Acapulco. Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, c'est dimanche. Non, c'est pas dimanche, bien sûr que non. Est-ce que dans la pièce, nous sommes 50 000 ? Non, bien sûr que non, on n'est pas 50 000 dans la pièce. Est-ce que vous connaissez le nombre exact de poissons qu'il y a sur Terre ? Je vois un sourire qui me dit « Oh purée, ça bouge, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu as un subconscient. Bonjour le subconscient, bienvenue. Et je répète encore une fois, parfois, pour ceux qui pensaient que je blaguais tout à l'heure, c'est pas une blague. Parfois, quand on est trop focalisé à vouloir que ça marche à tout prix, ça devient une volonté consciente, on appelle ça agentivité, et là, ça bouge plus. Parce que c'est comme si vous disiez au pendule, vas-y, bouge. Mais ça, c'est pas possible. L'effet idéomoteur vient d'une vibration subconsciente au niveau de la main. Donc si on est absolument concentré sur le pendule en disant qu'il bouge, il ne bougera pas, évidemment. Donc ça demande quand même un effet contextuel de lâcher prise qui n'est pas toujours possible quand on est dans une assemblée avec plein de gens dedans. C'est plus facile chez soi tranquillement. C'est plus facile dans un contexte où c'est possible de se poser, on n'est pas dérangé, et à un moment où on peut le faire.
Pour ceux qui voudront s'entraîner, vous pourrez mettre en place les 2 autres signaux à la maison. Il y en a un, c'est je ne sais pas. Et le dernier, c'est je ne veux pas répondre. Et à quoi ils servent ces signaux, vous allez me dire? Déjà ce soir, quand vous hésiterez entre la pièce du boucher ou le poisson du jour, vous pourrez poser la question à votre pendule, c'est-à-dire à votre subconscient. Est-ce que tu sens que j'ai besoin de viande ce soir? Est-ce que tu sens que j'ai besoin de poisson ce soir? Est-ce que tu sens que j'ai besoin de végétarien ce soir? C'est un excellent moyen. Alors, si un jour vous me voyez au resto avec un pendule, vous saurez ce que ça veut dire. Pour sortir de transe, je vous invite à défocaliser votre attention du pendule et à remettre déjà du mouvement. Je mets du rythme dans ma voix. Étirez-vous un peu, reprenez quelques respirations profondes, bougez un petit peu, revenez dans un système nerveux de relation. Voilà. Alors évidemment, avec les patients, je ne fais pas ça très souvent parce que la plupart du temps, quand je sors un pendule, les gens ils flippent et ils commencent à regarder vers la porte. Par contre, je le fais avec les doigts de la main comme ça et je leur explique qu'on va mettre en place les signaux idéomoteurs dans les doigts de la main et ça marche tout aussi bien. Pour quelle indication est-ce que je fais ça? Vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ça? C'est pour les examens complémentaires normaux, alors qu'il y a un symptôme corporel et qui ne répondent pas assez au TCC. Vous voyez, les gens ils viennent me voir parfois avec une lombalgie ou une migraine ou une douleur ou une maladie des articulations temporomandibulaires qui vont de spécialiste en spécialiste ou des acouphènes. Eh ben, c'est la technique de choix. Quand on a éprouvé déjà ce qu'on pouvait faire, ça marche toujours pas, les TCC ne répondent pas assez, ça vaut le coup de tester cette méthode. Donc le bouquin devrait sortir en juin. Alors, pour bien vous réveiller, j'ai mis un quiz. C'est parce que je vous ai dit que je voulais aussi vous réveiller. Là, vous êtes un peu trop détente. Qui est-ce? Qui est-ce? Personnalité importante, médecin dans l'histoire de la psychiatrie. Ah oui. Mais tout le monde n'a pas entendu. Plus fort? Laborie. Personnalité extrêmement importante. Mais maintenant, on laisse les internes répondre. Pour quel médicament? Avec un nom DCI? Chlorpromazine, très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire en conclusion? Vous avez compris qu'on n'a pas tout compris? Et qu'à vous de jouer pour lancer de nouveaux protocoles de recherche? Et donc, je vous fais gagner un tout petit peu de temps. Voilà, c'est plus facile quand on a de la biblio sur le phénomène idéomoteur. Voilà, vous pourrez déjà le citer, ça vous fait gagner un peu de temps. Vous l'aurez dans le replay. Je préfère laisser du temps pour les jeux. Donc, je n'ai pas prévu de temps de questions. Demain, je vais changer de tenue. Je vais sortir mon sweat de cuisinier. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez venir me voir demain et vous me trouverez comme ça. Voilà. Et je vous souhaiterais conclure avec une citation de mon mentor, qui était une personne extrêmement importante pour moi, qui est décédée en 2020. La seule façon de séparer le corps de l'esprit, c'est avec une guillotine. Bravo. Ah ouais, c'est bon. Bravo Stéphane, merci beaucoup. J'espère que ça a eu du succès. J'ai pas trop vu si les pendules bougeaient dans la salle, mais tu avais l'air ravi, donc je pense que ça a bien marché. Alors j'espère que vous avez déjà téléchargé l'appli de l'encéphale, sinon c'est le moment de le faire pour pouvoir répondre aux questions. Parce que je vais laisser nos maîtresses de cérémonie officier. Mais donc en fait, il y a toujours une phase de sélection avec le public. Alors je précise que seuls les gens qui ont le droit de participer sont les jeunes cliniciens. Alors jeune, c'est toujours relatif, hein. C'est une façon d'être dans l'esprit. Mais en gros, ce sont les internes, chefs de clinique assistants, installés depuis 5 ans. En fait, si on a fait ça, c'est parce qu'on se disait que les PU allaient avoir très peur de se retrouver en face à face avec des internes qui pourraient peut-être gagner sur scène. C'est pas possible. Donc on voulait éviter pour les questions, on peut pas un état de faire stress aigu, quoi. Non. Voilà, donc jouer le jeu et seuls les jeunes, parce que les passerelliens, ils sont forcément un peu plus vieux, hein, ont le droit de répondre. Et donc je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir à nos jeunes et moyennement jeunes cliniciens ce soir. Alors, la battle des jeunes cliniciens, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion de tester vos connaissances scientifiques, parce qu'on est scientifique en psychiatrie, contrairement à ce que j'ai entendu aujourd'hui parfois, mais dans une ambiance fun. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. On va se présenter brièvement. Moi, je suis Pauline, je suis vice-présidente générale de la PEPS. Et moi, je suis Aurélie, je suis secrétaire générale de la PEPS, donc on a beaucoup de générales. Bravo. Merci. La PEPS, c'est quoi? C'est l'association qui représente les internes de psychiatrie de Paris. On est là pour accompagner les internes pendant leur cursus et puis proposer des événements qui se veulent fun, comme j'espère la battle ce soir, parce qu'on y a mis tout notre cœur.
Comme disait Ouais, donc Solène, là, on va faire apparaître les questions en c'est fait, ça. et puis vous allez pouvoir Oui, répondre. et puis, Alors, on va peut-être présenter précision, quand même. quand vous allez dans le quiz, il faut rentrer le nom Ouais. et le prénom, et pas ce que votre subconscient va vous suggérer. C'est ça. Là, ça va être à vous de jouer. Le but, c'est qu'on sélectionne 5 athlètes, puisqu'on est sur les thèmes JO, pour monter sur scène. Donc, j'espère en effet que vous avez tous téléchargé l'application. Rentrez bien vos noms et prénoms parce que vous assumerez pas des pseudos un peu sombres. Donc, allez-y, battez-vous et on sélectionnera 5 participants sur les connaissances et surtout la rapidité. Et donc, comme Ouais, l'a dit... je pense qu'on peut y aller. Ouais. On peut lancer les questions. C'est à vous. C'est une épreuve de rapidité, donc dépêchez-vous. Vous avez 3 questions et il y aura 10 secondes par question pour sélectionner les 5 qui auront la chance de monter sur scène pour avoir la possibilité de gagner nos super lots. Donc, il y a une tablette offerte par l'encéphale. Pas une tablette de chocolat, on précise. Non, c'est une tablette très technologique. Et comme on n'oublie pas qu'en psychiatrie, on est quand même très littéraire, il y aura 4 autres lots, des livres qui sont vraiment incroyables et très très beaux. C'est à bon, vous. je pense qu'on peut y aller. À vous, c'est parti. Soyez rapide et juste. Première question. Quel est le premier médecin français à avoir vraiment utilisé l'hypnose en pratique clinique? A. Jean-Martin Charcot. B. Pierre Janet. C. Joseph Babinski. D. Hippolyte Bernheim. Stéphane Radoïkov. Oui. Question bonus. Donc là, vous avez 10 secondes pour répondre. Et je précise quand même qu'on est très fiers d'avoir Jean-Martin Charcot. J'ai été très fière d'avoir Jean-Martin Charcot qui est passé par la petite Salpêtrière. Et aussi, en tant que Bretonne, qui a un fils qui était un grand explorateur et dont le bateau s'appelait le Pourquoi pas. J'espère avoir été au bout des 10 secondes. Je pense que c'est bon. Ouais. Ok. Alors, En effet, c'était donc là, on a le Jean-Martin Charcot. pourcentage. Ah oui, en fait, on verra à la fin les 5 qui ont été les plus rapides. Ok. Bon, ouais. Donc, bravo pour les 58% qui ont répondu à Jean-Martin Charcot. C'était quand même un peu piège, parce que Hippolyte Bernheim est un contemporain de Charcot, mais a utilisé un petit peu plus tard que lui l'hypnose finalement. La différence, c'est que Charcot, lui, voyait l'hypnose comme un moyen de faire apparaître les symptômes chez les patientes qui souffraient d'hystérie, et uniquement dans ce cas, alors que Hippolyte Bernheim, lui, il a utilisé l'hypnose pour plein de pathologies, et même des gens qui n'avaient pas de pathologie. En fait, c'est lui qui a ouvert la voie à l'hypnose telle que tu l'utilises aujourd'hui, Stéphane, parce que c'est lui qui a dit que l'esprit pouvait avoir un effet sur le corps à travers une suggestion. Et donc, il a ouvert la voie au TCC, finalement, et aussi à l'effet placebo. Alors, Janet, il s'est intéressé à la dissociation, à l'inconscient, mais pas tant que ça à l'hypnose. Et puis, Babinski, bon, c'était un neurologue, il chatouillait les dessous de pied, et puis voilà, quoi. Allez, next. Question 2. Soyez vifs et écolo. Parce qu'ici, c'est ce qu'on est. Un petit geste pour la planète. L'hypnose permet de réduire la consommation de protoxyde d'azote. Quel équivalent CO2 économiserait-on pour 1 tonne de protoxyde d'azote? A. 298 tonnes d'équivalent CO2. B. Un aller-retour Paris-New York. Faut réfléchir. C. Environ 5000 km en voiture. D. 84 tonnes d'équivalent CO2. À vous. Alors, je précise que le terme équivalent CO2, c'est un terme qui vient du GIEC. Et là, je suis assez fière parce que le GIEC, ça vient un peu de l'UVSQ, qui est ma faculté quand même. Et d'autre part, en fait, ça correspond au potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans. Donc, réfléchissez de cette manière-là. Et puis surtout, écoutez Jean-Marc Jancovici, qui est un peu mon idole, qui va vous apprendre plein de trucs sur le domaine. Alors, finalement, c'était une question très dure. Hein. C'était très compliqué parce que la bonne réponse, c'est Ouais. 298 tonnes équivalent CO2. Voilà, c'est quand même assez énorme. En fait, le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre hyper puissant parce que ça va retenir la chaleur d'une façon vraiment très forte, plus que le CO2 et plus que le méthane. Alors vous savez peut-être qu'on parle souvent des vaches, la fermentation, la rumination, on les incrimine énormément, les pauvres vaches, mais nous, finalement, quand on donne du méopa aux patients et qu'on met le tuyau par la fenêtre, c'est 10 fois pire. Donc conclusion, concentrons-nous d'abord sur la réduction de protoxyde d'azote. Allez, next. Question 3. Et dernière question pour faire toute la différence. Quelle étape est capitale, si vous avez bien suivi la présentation de notre cher Stéphane, est capitale lors de la phase d'induction de l'hypnose? A. La présentation des différents objectifs de la séance. B. Une mise en situation du patient juste avant la séance. C. Un temps de préparation. Ou D. Focaliser les perceptions sensorielles du patient. Là, je pense qu'on va avoir besoin que Stéphane remonte sur scène. On va voir qui a écouté, C'est un peu qui toi aura le son seul diplôme à la fin de la journée. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question si c'était toi au mondiaux d'athlétisme en 2019 Ah oui, qui bien a mis le sûr. bazar. Sauf que j'ai un peu un IMC qui vient de dépasser 25, donc ça ne marche plus depuis que je me suis mis à la cuisine. Alors, Ah. vous êtes forts, ils sont très yes forts. Franchement, bravo. En effet, Yes, c'était bien focalisé joué. sur les perceptions sensorielles du patient.
Est-ce que tu as un commentaire à nous faire, Stéphane? Il y a eu quelques retardataires dans la pièce, je l'ai remarqué. C'est OK. Ok. On apprend de nos erreurs, c'est comme ça. Très bien, je pense qu'on va pouvoir dire quels sont les 5 gagnants alors. Il y a un petit temps d'apparition, l'algorithme doit réfléchir. Alors, Ali Alami, Aïdine Ali Kemal, Léo Loirion, et courez, hein, parce qu'on est au JO, donc là, faut courir quand même. Bravo, Allez, bravo allez, à nos athlètes. Allez, on se dépêche. Allez. Bravo à tous. Marion Weber. Vous allez revêtir des magnifiques chasubles aux couleurs des JO. Je remarque qu'il y a quand même assez peu d'entrain, donc j'espère que ça va aller plus vite par la suite. Là, on a Mais 3 voilà, garçons. vous pouvez revêtir vos chasubles aux couleurs des JO. Allez, voilà. du Marion noir, du Weber gris, Et et vous avez Bénédicte un bleu, du vert. sifflet qui est assorti et qui vous servira de buzzer parce que ça sera aussi Alors, une question de rapidité. Là, il nous manque 2 participantes. Il est hors de question qu'il n'y ait que des hommes sur scène. Ouais. Ah oui, Marion levez-vous, Weber là. et Bénédicte. Marion, elle demande à son pendule si elle a le droit de monter sur scène. Et où est la dernière? Sinon, on fait apparaître les. Bravo, Marion. Je sais pas si c'est possible Sinon, on de fait faire le apparaître les 6e, prochains. Ouais, sinon c'est le 6e. Je sais pas. 6e et 7e. Allez, Oui, Marion Weber et Bénédicte. Ben, on a... Bah, je sais Alors, pas qui si es-tu? Ok, Marion Weber, voilà. Bénédicte. Bénédicte. Ah, sinon, on prendra Bon, n'importe 6e. quelle représentante de notre genre, c'est quand même important. On va pas laisser les garçons gagner, quoi. Nous, on peut pas y aller, on connaît toutes les questions, donc... Alors, j'ai le droit de prendre une interne de Versailles, moi, du coup? Je crois qu'il y en a une dans la salle qui s'appelle Shiraz. Esther Henriet, Ah, 6e. c'est la Esther 6e. Henriet. Ah si, t'as fait non du doigt, donc du coup tu t'es grillé. Non, à hein, partir voilà. du moment où on répond, c'est. Si vous répondez, vous prenez le risque de monter sur scène. Allez, Bravo. C'est toi? Eh ben, Esther, vas-y. Bravo. En plus, t'as la plus belle chasuble, elle est jaune fluo, c'est magnifique. Magnifique. Alors, un petit rappel des règles, mais comme c'est chaque année la même chose, finalement, on les connaît, je pense. C'est ça. Donc, ici, vous allez avoir 3 questions pour vous départager. Vous avez vos sifflets qui font office de buzzer, donc c'est une question aussi de rapidité. Vous sifflez pour dire que vous répondez à la question, mais on vous voit venir. Il n'y a pas de je siffle et je prends 30 secondes pour réfléchir à la question. Ok? Donc, vous sifflez, vous avez 3 secondes pour donner votre réponse. Si vous n'avez pas de réponse, on passe au prochain qui a sifflé, et ainsi de suite. Si vous avez une réponse juste, vous êtes sélectionné. Vous répondez pas aux 2 autres questions, et on sélectionne comme ça, une fois par question, pour avoir 3 candidats. C'est bon pour vous? C'est des questions à choix multiples. Mais ils ont chacun leur sifflet dans la bouche, là, ou pas? Bah, dans la bouche, non, mais à la main, oui. Ah bah, il y en a un Ouais, qui a sa préparé. canette, hein, tranquille. Non, mais... C'est l'éloge de la rapidité, là, ce soir. Ouais. Allez, on va lancer la première question. Alors, la prévalence des TCA en population générale est entre 5 et 8%. Quelle est la prévalence des TCA chez les sportifs de haut niveau? 5, 12%, 15, 22%, 25, 32%, 35, 45% ou 45 et 52%. B, C'est un peu. C'est un petit oisillon, ça. Un peu plus fort, vas-y. B, 15-22%. Ah, il est super fort. Ouais. Bravo. Ah Et très là rapide, là, voilà. bravo. C'est ça qu'on veut, ok? Alors, quand on souffle, on souffle bien. Hein, Ouais. le VO2 Ouais. max, là, ok? paquet Allez, on de y va. Alors, Ok, un donc petit là, t'es commentaire. sélectionné, tu réponds plus, ok? Les sports, finalement, ce qui est intéressant, quand on lit les études, les sports qui sont les plus exposés aux troubles du comportement alimentaire, est-ce que vous savez lesquels c'est? La gymnastique, tout à fait, tous les sports à uniforme. Ouais, et il y a aussi d'autres sports, en fait, tous les sports à catégorie de poids. Vous les connaissez ou pas? Boxe, lutte, et un dernier qui est très bizarre, c'est les Anglais, les Irlandais qui font ça, là. L'aviron, bravo. Et en fait, les sports à catégorie de poids, à chaque fois, c'est plus simple. Enfin, on a plus de chances de gagner si on se retrouve dans la catégorie de poids inférieure. Donc, typiquement en boxe, ils vont souvent faire un régime énorme avant une compétition pour se retrouver dans la catégorie du dessous. Et donc ça, typiquement, ça peut induire plein de troubles du comportement alimentaire parce que énorme effort pour maigrir pour la compétition et ensuite, ça devient compliqué de reprendre sa vie ordinaire. Allez, prochaine question. On passe à la deuxième question. À vos sifflets, quelles sont les complications au long cours les plus fréquentes chez une personne atteinte d'anorexie mentale? Insuffisance rénale, atteinte cardiovasculaire et bradycardie, atteinte osseuse et ostéopénie ou ostéoporose, atteinte hématologique avec anémie, leucopénie et thrombopénie, Pas facile à dire. et paresthésie diffuse. Marion a sifflé. La D? La D. Non, c'est une mauvaise Non. réponse. Allez, deuxième Ah bah non, chance. on a les réponses. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, la réponse a est été affichée, donc. affichée, donc c'est- Très bien.
Et bah comment on fait pour départager dans ces cas-là? Bah, on va passer à la troisième question. Non, on peut et ensuite, dire, est-ce qu'il y en a un qui sait pourquoi d'où vient l'atteinte osseuse avec ostéopénie ou ostéoporose dans l'anorexie? Vas-y, siffle. L'hypoestrogénie. Très bien, très bien. Il y a l'hypoestrogénie qui est due à l'aménorrhée hypothalamique. Il y a aussi la carence en calcium, vitamine D. Et puis il y a aussi un niveau de stress assez élevé avec des glucocorticoïdes. Et tout ça participe à la bonne densité osseuse. Je pense qu'on peut dire que tu es sélectionné, du coup. Allez, on applaudit bien fort. Bravo. Allez. On passe à la troisième et dernière question de cette manche. À vos sifflets encore une fois. Comment s'appellent les érythèmes sur le dos des mains des personnes se faisant vomir fréquemment? Ok. Frégoli. Et non. On n'affiche pas la réponse. Non, mais c'est pas la réponse. On laisse une chance à un second sifflet. Oui. C'est Capgras? Non. Non. Troisième chance. Ah, mais... Lanugo. Oui. Non. 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 Merde. Bon. Oui. Russell. C'était donc une question plutôt pertinente. En plus, j'avais préparé des anti-sèches, c'est une catastrophe. Pour le signe de Capgras, c'est pas du tout ça, c'est un délire avec les sosies. Moi, je suis infirmier à la base. Bah, c'est pas une raison. Il y a pas d'excuse. Le signe de Frégoli, c'est le syndrome de Frégoli. En fait, c'est un grand transformiste italien. Et donc, c'est là aussi un délire de persécution où les patients ont l'impression qu'il y a plein de personnes qui vont se déguiser, mais que c'est toujours la même personne. Par exemple, Stéphane va se déguiser en Anne-Sophie, Monsieur Fossati, et je vais croire que c'est Stéphane à chaque fois qui me persécute. Voilà. Le signe de Lanugo, c'est le duvet fin. Donc, il ne faut pas se lancer sur le syndrome de Cushing parce que vous voyez ça. Hein. Et le signe de Silverman, c'est l'ensemble des lésions osseuses dues à des sévices sur des enfants. Et ça, c'était dans le gros bouquin de pédiatrie, là, le bourrier, qui nous a traumatisés. Bon, prochaine question. Ah bah non, il faut qu'on choisisse qui a gagné. Oui. Donc, vous avez compté? Parce que moi, j'ai pas compté. Ouais. oui, on a un point par personne jusque-là. Exactement. On a 3 finalistes pour la seconde phase. Ok. Mais on a... Donc, j'ai pas les prénoms, mais on a candidat jaune, candidat vert, candidat bleu. Non, pardon. Candidat rouge, excusez-moi. Qui sont retenus ou qui sont éliminés? Ils sont retenus. Ok. Donc, ça veut dire que... Qui doit partir? C'est le bleu, qui a dit Russell, je pense. Bah écoute, on est désolé. Hein. Qui a dit le syndrome de Russell en dernier? Ouais. Pas le premier, mais... Ouais. Pas le premier, mais oui. Je crois que c'est toi plutôt. Bravo à nos 3 candidats. Allez, on y va. On a des lots. Ceux qui ont pas genre des livres de venir, ils ont droit à On a des lots de consolation. Voilà. Non, pour être meilleur aux prochaines sessions, vous avez le droit à des livres en fait. On va vous apporter. Et donc finalement, les troubles du comportement alimentaire, c'est assez fréquent dans le sport. Il y a pas mal de podcasts là-dessus si ça vous intéresse. On a des petits Et ce qui va faire le lit de ces troubles, il y a déjà la Voilà. pression de performance qui va pousser à une certaine rigidité et l'obsessionnalité. Quand vous voulez. Il y a aussi des besoins comment les nutritionnels largement au-dessus de la moyenne, pour lesquels, s'ils n'ont pas de bilan nutritionnel adapté, ils risquent d'être déséquilibrés. Voilà. Et puis on va pouvoir passer à la prochaine manche. La prochaine manche qui permet d'éliminer un athlète. Non. Ah bah non, pardon, il y a une question il y a un- publique. Ok, question Faut aller plus publique, vite que ouais. la musique. On est trop dynamique ce soir. Alors, là, c'est votre moment en public, ok? Vous n'avez pas eu le courage de monter sur scène, vous étiez un peu trop timide, vous n'aviez pas envie de vous motiver, mais vous dites maintenant que des petits cadeaux, c'est quand même sympa. C'est votre moment. Bénédicte, c'est le moment de te réveiller. Par contre, ça se fera pas sans mal, hein. On vous demandera d'être dynamique, de vous lever, de crier la réponse, ok? C'est une question ouverte. Et le premier qui se lève, qui fait du bruit, qui donne la bonne réponse en criant, aura le cadeau et devra venir le chercher aussi. Donc ça, on vous demande un petit peu d'investissement. En somme, battez-vous. Voilà, c'est votre moment. On y va pour la question. Qui a dit « J'ai pensé à me suicider et ça m'a fait peur. Parler de santé mentale m'a sauvé la vie. C'est Donald Trump? Non. Non. On se lève et on crie. Mais Stromae, c'est pas un sportif? Oui. C'est MJ, Oui, là, il faut oui, rester oui. là. Ah. Mais faut se lever, faut crier, faut y aller, sinon ça marche pas. Bravo. Michael Phelps. Donc tu as le droit à un livre également. Michael Phelps qui a partagé son coach avec notre grand héros qui est Léon Marchand quand même. Et qui effectivement a eu des heures assez sombres. Ouais. Donc c'est la BD Goupil ou face. Ouais. Ça C'est ça, qui parle de la cyclothymie.
Ok, donc là c'est bon, on peut passer Là, à la c'est bon. prochaine manche. On peut continuer. Donc là, on va éliminer un athlète. Exactement. L'étau se resserre. Quels sont les 2 troubles les plus fréquemment rencontrés chez les athlètes de haut niveau? Allez, oui. Je dirais D, état de stress aigu. Il y en a Et- 2. Hein. Il y en a 2, oui. Et addiction comportementale. C Et non. D. Et non. Non. Ah, bleu. Allez, bleu. en premier. Les TOC et les addictions comportementales. Non, Non tu as plus. trop regardé Nadal au tennis. TOC et troubles dépressifs. Bon. Et non. Et non. Non. Qui était le premier? J'ai pas vu là. hein. Troubles dépressifs et addictions comportementales. Non. Et non. Oui. État de stress aigu et troubles dépressifs. Bravo. bravo. Moi, j'ai juste une question pour Chadu Bleu. Désolée, je connais Ouais, pas ton. t'inquiète. Quand tu penses aux addictions comportementales, tu pensais auxquelles? C'est vrai que je pensais plus à des TOC en vrai en même temps. Et puis Ok. des habitudes de vie ou quoi que ce soit. Mais Ok, très bien. Les TOC, on pense bien sûr à notre grand Raphaël Nadal, avec ses chaussettes, ses balles. Troubles anxieux, bien sûr, et d'ailleurs on se rappelle de Simone Biles au JO de Tokyo qui s'était retirée de la compétition parce qu'elle était tellement envahie par l'anxiété qu'elle n'arrivait plus à faire ses enchaînements. Et état de stress aigu, par exemple Kevin Mayer qui avait fait une chute très traumatique à la perche et qui à chaque fois qu'il recommençait le saut à la perche revisualisait sa chute. Et typiquement l'hypnose l'a beaucoup aidé. Voilà. Et pour les vieux, Marie-Jo Pérec, 80... je sais plus. Voilà, dans les années 80. Donc là c'est qui a gagné? Monsieur Rouge? Candidat rouge. Allez, exactement. Là, Prochaine hop, question. je fais des petites coches, on perdra pas le Voilà. fil. Très bien. Deuxième question. Quelle proportion d'athlètes de haut niveau est concernée par des problèmes de santé mentale au cours de l'année 2022? Selon l'enquête menée en 2022 par Athlète 365. 1 sur 20. 1 sur 3. Non, Ouais, non, ça non, pas. 1 sur 10. 1 sur 5. Oui, bravo. Comme quoi, c'est pas si intuitif. C'est pas si quoi. intuitif. Mais en fait, c'est assez élevé parce que c'est c'est très comme la dur. Ils population sont dans un milieu générale. d'élite. C'est- Ils doivent pas être seulement le meilleur, ils doivent être enfin pas seulement être très bons, ils doivent être le meilleur. Donc ils ont une pression de performance permanente. Souvent, ils n'ont pas d'adolescence. Leur Manodou, elle avait eu pas d'adolescence. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a dû s'arrêter plus tôt. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de facteurs de risque dans le sport pour développer des troubles psychiques. Et d'ailleurs, Myriam Salmi, qui est la psychologue des grandes stars, elle trouve que tous les sportifs finalement devraient avoir un suivi psychologique et que trop souvent on réduit la psychologie à la pathologie. Voilà. Allez, prochaine question. Troisième question. Qu'a fait pour la première fois l'organisation des Jeux Je pense Olympiques, qu'on répond. des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 à la disposition des athlètes? Là, vous avez une ou plusieurs réponses possibles. Vous pouvez prendre le temps avant de siffler. Je savais pas qu'il fallait répondre à la deuxième question aussi. Je pensais que j'étais déjà qualifié. Ah oui, Il faut continuer à répondre. oui, continuez à répondre. Ah bah oui, le jeu s'arrête pas là, pas au milieu de la course. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce, Oui, ce pour cette Non, travail mais parce faut- qu'au premier tour, Oui, C'est il vrai, fallait c'est répondre. vrai. Ok. C'est Ok, vrai. bon. Donnez tout sur celle-ci. Allez-y. La création d'un espace dédié à la santé mentale dans le village des JO. La mise à disposition directe pour les athlètes et de leur entourage de psychologues si nécessaire. La présence de sessions d'initiation à la pleine conscience. Un service de protection contre les cyberabus basé sur l'intelligence artificielle. Ou le docteur Jean-Victor Blanc qui se tenait à disposition pour des consultations gratuites. B. Mise à disposition de psychologues. Non. Alors en fait, Il y a il y a plusieurs plusieurs réponses. réponses. des bonnes Bah, réponses. c'était quand même- B et C. Il y a plusieurs Voilà. bonnes réponses. Allez, on continue. Ouais, on continue, on se relâche pas là. Bon, bah, du coup, A, B, C. Eh ben, il y a Il y a plusieurs plusieurs bonnes bonnes réponses. Toutes les réponses. Il y a un peu Il y en a moins. pas une qui est Allez-y. Allez, Il en manque. Il y a une réponse fausse. A, B, C et D. Bravo. Oh, vous m'avez détruit. allez, je la laisse. Bravo. Et quand même, il faut saluer notre pays parce que les JO, ça nous a permis d'avoir un peu un sentiment de patriotisme. Parce que tout ça, c'était très novateur. Et notamment, tout ce qui est harcèlement par les médias, c'est hyper important. Parce que, par exemple, Naomi Osaka, en 2021 à Roland-Garros,
Elle a été hyper impactée par le harcèlement par les médias et c'est pour ça qu'elle s'est retirée de la compétition. Et Marie-Josée Pérec, qui est quand même notre star, elle a été très harcelée par les médias pour les JO de Sydney parce qu'elle allait affronter Cathy Freeman, qui était l'espoir, l'étoile montante du saut à la perche. Et donc la pauvre, elle est arrivée, elle est repartie direct. Elle n'a même pas participé aux JO. Donc bravo au CIO et à Tony Estanguet. Elle était pas trop en hauteur, elle était plutôt à courir très vite. Oui, c'est vrai. Donc, vous êtes des athlètes de qualité, puisque vous êtes à ex-aequo, puisque... Aïe, 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 vous avez un point chacun. Comment on fait, là? Eh bien, on a une question bonus qu'on va vous présenter oralement pour vous départager. Restez concentrés. Alors, quel que soit le niveau de scolarité, les filles présentent un meilleur niveau de bien-être mental que les garçons, vrai ou faux? Oui. Faux. Faux. C'est une bonne réponse. Ok, donc là, on départage comment? On continue. On a plusieurs questions. On a plusieurs questions vrai ou faux jusqu'à ce qu'on atteigne que 2 et plus de points que 1. On va y arriver. Ok, donc là, probablement, on a Chasuble jaune qui a plus de points. Pour l'instant, Chasuble jaune a plus de points. La Chine, quoi. Je peux La Chine. continuer à répondre ou pas? Oui, tu peux continuer à répondre. Ouais. On a jusqu'à 5, on va s'en sortir. Le bien-être des jeunes diminue entre la 6e et la 3e, puis reste stable durant le lycée. Vrai ou faux? Oui. Vrai. Oui. Bonne réponse. Bon, bah là, du coup, c'est bon. Voilà, là on est bon. Ok, donc Chasuble bleu, la France, tu nous quittes. Mais tu nous quittes pas sans un cadeau, quand même. Oui, bien sûr, n'oublie pas. Très bien, bah, ça vous a permis de réviser d'autres choses que sport et psychiatrie, finalement. Voilà. Donc tu pourras te questionner si ce que tu as tous les jours, c'est un TDAH ou pas. On applaudit bien fort. Bravo à notre athlète. Bravo à la France. Pour la finale, vous allez devoir venir ici pour faire un petit remake du Burger Exactement. Quiz, à l'époque où Michel Simès venait encore nous voir. C'est ça. Donc là, vous voyez, vous installez devant ces buzzers. J'enlève le chrono, ça c'est pour nous. Bon, vous pourriez vous croire dans The Voice, mais vous inquiétez pas, on va pas vous faire chanter. C'est la même chose que le sifflet, de la rapidité. Voilà. Et 2 buzzers devant vous. Et donc là, pour le coup, c'est 3 questions. Vous répondez à toutes les questions. Vous pouvez avoir 1, 2, 3 points. Et l'autre, bah, du coup, 0, 1, 3. Alors, modalité de prescription de l'activité physique. Donc là, il faut trouver la ou les réponses correctes. Ok? Donc A, l'activité physique prescrite est toujours supervisée par un professionnel de l'APA. B, l'activité physique prescrite est remboursée. C, la prescription d'APA peut être renouvelée par un kinésithérapeute. D, la prescription d'APA est toujours précédée d'une consultation médicale d'activité physique. E, selon l'OMS, les adultes devraient pratiquer un minimum d'1 heure d'activité physique d'intensité soutenue par semaine. Oui. B et C. Non, il y a plusieurs bonnes réponses. E. Non. C'est dur, hein. Ah, c'est des Je questions crois que finales. Anne Hein. est une pro dans l'activité physique adaptée, parce que tu voulais même qu'on fasse faire du sport au public, finalement, pendant la Oui, mais je session. crois que l'hypnose, là, Oui. ça les a... A, B, C et D. Bravo, c'est une bonne réponse. Ah bon? Pardon, non, c'est pas une bonne j'étais trop loin. J'étais dans la question d'après. pardon. J'avais les réponses sur les Aïe, 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 aïe. Là, le comité d'organisation des JO de ce soir, là, il est... C'est parce qu'il n'y a pas Tony Estanguet, moi. Je suis trop triste s'il n'y a pas Tony Estanguet, quoi. Bon, bah, recommencer, hein. Ok, on commence à 0. Voilà, Ah, voilà la mais réponse. vous aviez des questions subsidiaires? Ouais. Ok. Oui, oui, on en a d'autres. Ok. Allons-y, passons à la deuxième On va passer question. à la deuxième question. Allez. Concernant les recommandations de prescription de l'activité physique dans la dépression, A, un programme d'AP peut être proposé seul et en première intention pour les EDC d'intensité légère. B, un programme d'AP peut être proposé en association avec un traitement médicamenteux et ou un traitement de psychothérapie pour les EDC d'intensité modérée. Un programme d'AP est contre-indiqué dans les EDC d'intensité sévère. D, dans le traitement de l'EDC, le programme initial d'AP adapté ne comporte pas de séance supervisée. E, les AP de type yoga, qigong, etc. ont des bénéfices rapportés dans le traitement de l'anxiété et de la dépression. B et E. C'est partiellement vrai. B, C, E. A, B et E. Bravo. Ah, bravo. Ok. Et donc, juste pour commenter, effectivement, l'activité physique n'est jamais contre-indiquée, même pour les épisodes dépressifs d'intensité sévère, mais encore faut-il que le patient n'ait pas trop de perte d'élan, perte de motivation. Et dans le traitement de l'EDC, le programme initial d'AP adapté ne comporte pas de séance supervisée. Finalement, il n'y a pas tant d'obligations que ça, quoi. L'idée est surtout d'encourager nos patients à faire du sport, quoi.
On passe à la prochaine question? Oui. Vas-y, vas-y. Concernant les patients souffrant de troubles schizophréniques, l'espérance de vie des patients souffrant de troubles schizophréniques est réduite de 10 à 25 ans. Une évaluation médicale minimale est recommandée avant la prescription d'une activité physique modérée. L'activité physique recommandée initialement est un programme d'activité physique adapté sur une durée de 3 mois. L'épreuve d'effort est toujours recommandée chez les patients présentant un niveau de risque cardiovasculaire élevé. L'activité physique permettrait une réduction des symptômes cliniques positifs, mais aussi négatifs de la psychose. Je crois que j'étais en premier. Hein. Ouais. La Chine. A, D et E. Non. Bah si, Si, c'est ça. si, c'est ça. Aïe, 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 aïe. A, B, E et Les bonnes partiel. réponses, C'est partiel. Non, Il y a c'est pas la bonne oui, réponse. il y a, Bah, moi, c'est partiel. Il y a une autre A, bonne B, réponse. Je pense c'est faux. C'est- A, B, C, E. En fait, vous avez Ouais. changé le... Ok, Bon, très bien. on va faire des petites questions pour. En fait, vous avez changé le truc. Bref. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Alors, donc là, on a un point pour toi, Chasuble Rouge, et pas de point pour le jaune. Bon, je pense qu'on peut faire 2 petites questions Ouais. pour Vous avez encore s'excuser 5 de nos petits cafouillages. Ouais. Alors, Ça va toujours être des questions à choix Là, multiples. là, ça va être vrai ou Là, faux. vas-y. Vrai ou faux? Comme à chaque Ouais, fois, on fait vrai des ou questions faux. vrai ou faux, comme ça, on est bon. Alors, pendant les 4 premières semaines du confinement dû à la pandémie de Covid-19, le nombre de consultations aux urgences psychiatriques a doublé. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Faux. Et donc, je fais la dernière question, et si besoin, on en fera une autre, ok? Dès mars 2020, la prévalence de l'anxiété était environ 2 fois supérieure au taux observé avant la pandémie, tout particulièrement chez les jeunes. Vrai ou faux? Faux. C'était vrai. Ok. Aïe, aïe, aïe. Désolée. Donc là, on va pouvoir s'arrêter là et acclamer du coup le vainqueur de ce soir. Bravo. Qui est le chasuble rouge. Bravo. Félicitations à nos athlètes. On est quand même au JO, du coup on voulait faire monter les 3 gagnants pour faire un podium quand même, parce qu'on est au JO et Voilà. on n'aurait pas les JO sans podium. On a prévu des petites médailles. Bravo à qu'on commence par le 3e. Bravo à nos 3 gagnants. Allez, on applaudit Brian fort nos 3 gagnants. Stéphane, tu veux remonter sur scène pour aller acclamer les gagnants? Allez, C'est un grand Et honneur de tirer la main quand même. à notre gagnant. Allez, viens. Voilà. bravo, bravo. Bravo, Et les donc, champions. Et voici donc Vous gagnez une Bravo. consultation La gratuite tablette de avec chocolat. Stéphane. Voilà, abonnement à vie chez le psychiatre. Bravo. Ouais, On applaudit mettez-vous les sur le devant de la animatrices. scène. Ah, on applaudit bien Merci fort. Solène, merci Anne. Bravo, Et bravo encore tout le notre monde. animateur. Allez, Allez-y. à demain.